Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast dédié à la transmission positive en agriculture, puisque transmettre son exploitation, c'est aussi transmettre des savoir-faire, des valeurs, une culture d'entreprise, une dynamique humaine aussi. Nous allons en parler avec nos invités, bien accueillir ses salariés, ses stagiaires. Eh bien, c'est aussi les motiver, les valoriser, repérer éventuellement les futurs repreneurs de l'exploitation. On l'a bien compris, c'est tout au long d'une carrière de chef d'entreprise agricole, eh bien, construire l'avenir d'une ferme et assurer sa pérennité sur l'avenir et sur son territoire. Alors la baseline du podcast, agriculteurs, agricultrices, pour engager vos collaborateurs, vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, nous avons des bonnes voies précieuses et complémentaires pour nous guider tout au long de ce podcast. La voix d'une agricultrice, d'un agriculteur, chef d'entreprise agricole, qui va nous raconter comment au quotidien, il communique auprès de ses salariés, comment il gère ses ressources humaines et comment il envisage aussi éventuellement le passage de relais. La voix d'un expert du monde de l'entreprise, en l'occurrence Isaac Guest, qui va décrypter avec nous les enjeux managériaux, sociaux et humains qui sont en jeu. Et enfin, la voix d'un professionnel de la communication pour comprendre comment construire et faire rayonner sa marque employeur quand on est chef d'entreprise agricole. Et oui, c'est aussi un sujet qui concerne le monde agricole. Je suis donc Marie-Laure Eustache et j'ai le grand plaisir d'animer ces conversations. Installez-vous, ouvrez vos oreilles, plongeons ensemble dans ce moment privilégié, cette parenthèse enchantée autour de la transmission positive en agriculture. J'en profite pour dire que ce podcast est à l'initiative de l'agence Gulfstream. L'agence Gulfstream qui se sent solidaire aussi du secteur agricole et de ses acteurs et qui a voulu en fait proposer ce podcast pour s'impliquer et se sentir aussi à leur côté concernés par cet enjeu social, sociétal de la relève en agriculture. Alors très bon podcast et on va démarrer l'épisode 1 consacré à l'accueil des nouvelles générations et à la marque employeur et on a le grand plaisir d'accueillir pour ce premier épisode, bienvenue parmi nous, Apolline Martel, éleveuse bio en lait bio en Bretagne. Apolline, bienvenue. Merci Marie-Laure. Eh bien, pendant toutes ces années, tu as pu te rendre compte à quel point, Apolline, la communication et la fameuse marque employeur, tu en faisais finalement sans forcément le savoir, de la marque employeur, tu vas nous le raconter, était primordial. Comme tu le disais, en fait, on le faisait sans forcément s'en rendre compte, parce qu'en fait, moi, j'ai tout pris beaucoup de mon papa, en fait, qui a toujours été communicant sur la ferme. Alors, au départ, c'était qu'entre associés, donc en fait, il n'y avait pas forcément d'objectif de recrutement ou d'embaucher du salariat, mais c'était un souhait de toujours donner envie, de montrer la réalité des choses qui n'étaient pas forcément celles entendues dans les médias ou dites par les agriculteurs et les agricultrices, qui ont souvent gardé cette image un petit peu ronchon et qui est un peu bateau aujourd'hui. On en a marre d'entendre ça. Communication positive alors. Voilà. C'est ça qu'il faut changer. Parce que tu peux avoir sur la ferme environ 6 salariés. Hein. C'est quand même important. Les entreprises agricoles, on peut être tout seul. C'est le cas de ton conjoint qui a sa ferme à part. Et puis vous êtes plus nombreux. Et puis suivant la diversification de l'exploitation, on est amené à gérer de plus en plus de ressources humaines. Et la communication positive, tu as l'impression que là, il y a vraiment encore des efforts à faire. Oui, complètement. Aujourd'hui, en fait, ce qui m'a vraiment frappée, c'est en fait, on a toujours pris des stagiaires tout le long de l'année. Mm-hmm. Depuis mon papa, moi, j'ai toujours continué parce qu'on adore ça. C'est une source de motivation au quotidien parce que voir des jeunes qui sont à l'école, qui sont encore motivés par notre milieu agricole, du coup, on se dit, il y a une relève après nous. Donc, c'est ça qui est motivant tous les jours. Moi, je pourrais pas travailler en me disant après moi il y aura pas de génération, que ça soit mes enfants ou des tiers, je travaille pour transmettre mon entreprise un jour. J'ai que 27 ans, donc mon Dieu, ça n'est pas du tout ce que je pense aujourd'hui, mais c'est quand même un souhait. Et d'entendre des jeunes qui nous disaient soit que je récupérais après des entreprises où ils me disaient j'ai pas été très bien reçu, on m'a fait le sale boulot, j'étais pas écoutée, on m'expliquait pas les tâches, je suis partie. Et puis, si ça se passe mal ici aussi, honnêtement, je pense que je partirai de l'agricole, quoi. Combien de témoignages je peux entendre comme ça ? Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut entendre ça ? Moi, j'en ai pas un. Alors,
faut pas exagérer, mais j'en ai... Allez, peut-être 1% de jeunes qui partent peut-être en se disant c'est pas mon projet professionnel et c'est le jeu. Ouais. Mais tous sont super contents, quoi. Et je parle avec eux rémunération, je parle avec eux temps de travail, je parle avec eux... Pas de tabou, c'est ce que tu m'as dit. Pas du tout. En tout cas, ton premier message, prenez des stagiaires, chefs d'entreprise agricole qui nous écoutez, prenez des stagiaires, parce que là aussi, vous pouvez repérer, ça t'a servi quand tu as voulu recruter un salarié d'ailleurs. Complètement. Les 3/4 des gens qu'on recrute, c'est des gens qui sont passés chez nous. Alors, on a la dimension accueil de stagiaires, mais on a aussi la dimension accueil d'école, de formation, de choses comme ça. Et du coup, en fait, on est amené, on est aussi ferme partenaire d'un lycée agricole, donc on est amené à recevoir du monde à la ferme et du coup de créer un réseau de jeunes et de moins jeunes qui à terme chercheront peut-être du travail ou une nouvelle voie professionnelle et souvent c'est des gens qui reviennent en nous disant j'étais venu à l'école ou j'étais venu en stage ou j'avais fait un TP chez vous et je me rappelle que ça s'était bien passé et on avait bien matché ensemble et du coup est-ce que vous cherchez quelque chose ou un emploi le week-end ponctuel et ça mais le premier réseau il se fait comme ça dans plein d'entreprises je pense pas qu'en agricole. Tu me parlais de tabou aussi, on écoute leurs besoins, tu as 27 ans, ils sont encore plus jeunes. Ils ont justement des nouvelles exigences, ces jeunes qui arrivent dans l'entreprise agricole, pour le coup. Complètement. J'ai des jeunes, des fois, ils sont en 3e, ils viennent et ils me disent première question à chaud, début de stage, de toute façon, mes parents m'ont dit il ne faut pas aller en agricole parce que c'est mal payé. Qu'est-ce que tu leur réponds à ça ? Moi, je leur réponds que chez nous, ça se passe très bien, qu'on a fait des paris qui se passent. Pour expliquer tout ça, il faudra plus d'une semaine de stage, bien sûr, et un peu plus de technique dans l'avancée de ses études, mais au premier abord, forcément, il a des gros yeux. Moi, je lui dis que je gagne 2500 € net par mois. Alors à ça, bien sûr... pas de tabou, on a dit. Non, pas du tout. Non, alors là, au contraire. Mais pendant 12 ans, je rembourse mon capital social, mes parts sociales, qui sont de 800 € par mois pendant 12 ans. Donc je gagne 1008 par mois, qui sont autant que les salariés que j'ai à la ferme. D'accord. Et ça aussi, c'est un pari sur l'avenir, parce que je sais que dans 12 ans, je les aurai remboursés et je gagnerai plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas bouger. Alors pour ça, on fait plein de choix techniques à la ferme pour faire en sorte que ça ne bouge pas. Et ça, c'est d'être très performant, d'être technique. Et puis tout le monde ne peut pas faire pareil que le voisin. C'est des choix qui s'adaptent à toute entreprise. Mais du coup, au premier abord, quand je leur dis que mes salariés gagnent entre 1006 et 1008 par mois, avec 39 heures, un week-end sur 3... 5 semaines de vacances par an, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent ça, et en tout cas de tout ce qui est dit en agricole, quoi. Oui. Et tous les à côté, effectivement, qui concernent ces congés, etc. Et c'est important de le dire, parce que c'est des avantages. On a l'impression qu'en élevage, on va ne plus avoir de temps pour soi. Toi, tu es très attentive, et puis, je ne l'ai pas dit, mais tu es aussi maman, tu as 2 enfants, tu as envie aussi toi aussi d'avoir du temps pour toi, pour tes enfants. Donc, l'équilibre vie privée, vie pro, tu y tiens. J'imagine que c'est quelque chose que tu veux partager aussi avec les salariés, et donc tu es attentive à ça, c'est important. Complètement. Nous, c'est la logique de l'entreprise où c'est un de nos points les plus importants en termes de charge, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Oui. Ensuite, c'est l'entreprise agricole qui est aussi comptée dans la main-d'œuvre parce que c'est des travaux qu'on sous-traite à une entreprise extérieure. D'accord. Donc, c'est pas nous qui les faisons, mais c'est quand même une main-d'œuvre qu'on paye pour le faire. Oui. Et puis, les salariés à la ferme qui sont le confort d'avoir des responsabilités extérieures et de pouvoir s'absenter parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a quoi que ce soit à gérer. Si on a un conseil à donner à nos auditeurs, nos auditrices qui sont des chefs d'entreprise agricole, des acteurs de la transmission, le repérage, le recrutement, l'accueil des stagiaires, la communication. Donc toi, tu es présente sur les réseaux sociaux. C'est important de le dire aussi, parce que ça aussi, ça t'a servi à recruter. Tu as cette visibilité, tu as toujours voulu communiquer positivement sur le métier en général d'agriculteur et d'agricultrice. Tu as été, tu es une ferme apprenante, c'est ton terme, et j'aime bien ce concept. Donc ça, c'est important. Les réseaux sociaux, tu es sur Insta, tu es sur Facebook. Ouais, voilà. En fait, on a commencé, j'ai commencé quand j'étais à l'école à partager un petit peu de la ferme. J'avais fait un Facebook à l'époque. Et puis en fait, aujourd'hui où je travaille vraiment tous les jours dedans, je me rends compte que des publications, en fait, de temps en temps, c'est pas du tout ce qui me correspond. Et ce que j'adore avec Instagram, c'est qu'en fait, je nourris surtout des stories au quotidien où là, c'est hyper rapide de sortir le téléphone. Il est tout le
temps dans notre poche, voire tout le temps dans notre main, malheureusement, mais c'est un peu le cas. Et du coup, c'est extrêmement rapide et instantané aujourd'hui de faire suivre le quotidien à n'importe qui. Et du coup, assez tort aussi, où il faut des compétences particulières. La communication, ça s'apprend. Il y a des formations pour, et j'en ai faites, parce que tout le monde ne devient pas communicant. Ça peut être très rapide aussi de casser beaucoup de choses dans notre métier, parce que c'est pas cacher la vérité du tout. Je fais pas du tout un monde des bisounours, mon métier et le quotidien à la ferme. Je suis nature peinture et j'explique la réalité. Mais il y a des choses, il y a des codes de communication où on ne peut pas faire ce qu'on veut montrer au public. On peut des fois être suivi par des milliers de personnes et ça peut très vite se diffuser aussi de dire des bêtises, quoi. C'est bien de le rappeler aux agriculteurs qui veulent aussi miser sur cet outil de la communication, de l'influence. Concernant l'engagement des collaborateurs, des salariés, j'avais envie de revenir aussi sur ce volet avec toi, Apolline. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais c'est celui de la confiance. T'en parlais quand tu n'es pas là et que tu peux effectivement faire confiance à tes salariés qui sont là à l'année à la ferme. Comment justement ça se construit ? Parce qu'il ne suffit pas de bien engager et de bien recruter. Après, il faut garder, il faut fidéliser, il faut faire monter en compétences. On rejoint d'ailleurs là l'idée de l'entreprise altruiste et l'entreprise libérée qui sera exposée par notre invité expert Isaac Getz sur cette idée de donner de la liberté managériale quand même à ses collaborateurs, de leur faire confiance et de les faire monter en compétences. C'est très important pour toi. Tu m'as dit, je ne veux pas des exécutants sur ma ferme. Complètement. Parce qu'en fait, justement, on a, dans le vivant, c'est un peu la particularité. Moi, je pense qu'il faut quand même avoir des yeux un peu partout. Après, les compétences, on les a plus ou moins, on les acquiert avec le temps aussi. Bien sûr. Mais il faut un œil aguerri de confiance, de se dire que si on a emmené quelqu'un faire surveiller un troupeau d'animaux quelque part, et on puisse savoir s'il y en a un qui était isolé, s'il y en avait un qui montrait des soucis sanitaires quelconques. Et puis aussi l'assurance de se dire que quand on n'est pas là, le travail est fait pas comme si c'était nous, parce que chacun a sa petite patte, et moi je veux pas qu'il travaille comme moi, et je suis pas égoïste à ce point. Chacun fait à sa sauce, mais par contre le but final, c'est quand même qu'on y vienne à la chose qu'on souhaite, mais on prend le chemin qu'on veut. Mais en tout cas, vraiment, d'avoir cette tranquillité-là. Alors bien sûr que oui, il faut toujours un manager, il faut toujours donner le caractère de l'organisation de la journée ou de la semaine, selon l'organisation de chacun. Comment est-ce que les salariés s'adaptent aussi ? Parce que moi, je l'ai toujours entendu en formation de management, mais de dire en fait on s'adapte aux salariés qu'on a, et c'est vrai que c'est exactement le cas. Moi je sais que le dernier qu'on avait, il aimait bien avoir un tableau des tâches qu'on barrait, qu'on entourait, qu'on réalimentait. Il aimait bien voir que dans la semaine il a réussi à barrer pas mal de choses, donc c'est qu'on a bien avancé. Mais on peut pas forcer un salarié à avoir la même organisation qu'on a toujours eu depuis 10-15 ans. Ça se modèle et ça se modifie avec le temps, et c'est ça aussi que je trouve chouette. Tu peux nous détailler un petit peu comment tu veilles au mieux à cet accueil-là, comme un collaborateur extérieur qui vient et qui doit se sentir à l'aise? Ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, et moi-même, je l'ai vécu de pas forcément l'être au début. Mais c'est bien de le dire. Oui, de le raconter, de le partager. Et je le revis avec mon frère qui est plus jeune que moi de 3 ans, et que je me reconnais il y a 3 ans en me disant punaise, il me fait penser à moi. Mais en fait, au tout départ, nous, dans la structure de la ferme, elle a toujours été gérée entre associés. Et en fait, il y a eu un départ d'associés à un moment donné où moi, justement, j'en ai profité pour revenir. Et du coup, en fait, à ce moment-là, un peu charnière de notre entreprise, on a arrêté un petit peu le système associé, ou en tout cas, on l'a complété avec du salariat. D'accord. Et donc, en fait, moi, j'ai pas connu que ça, parce que j'ai aussi connu mon papa pour aller l'aider plein de fois à la ferme avec ses anciennes associées. Mais par contre, je pense que c'est plus pour mon papa que ça a fait drôle de se dire, je vais remettre en question toute mon organisation de travail entre associés depuis des années. Génération en génération. Voilà, pour au final recruter et avoir des salariés qui, eux, ont le droit d'aller se coucher le soir sans s'être dit attends, demain, le laitier passe à 7h, là, il faut que j'aille traire plus vite, etc. Tous les tracas qu'on pense tout le temps en tant qu'agriculteur et agricultrice. Oui. Et puis, en fait, il vient travailler, il n'est pas obligé de s'y donner comme si c'était chez lui, quoi. Complètement. Et au contraire, il y en a aussi qui, par contre, se donnent sans compter, et j'en ai eu plein qui... non issus du monde agricole, parfois. Peut-être aussi, justement, encore plus passionnés,
encore plus volontaire pour bien faire. Oui, il y en a plein. Et puis le vivant, c'est aussi particulier. C'est que ma maman est commerçante et c'est pas du tout un jugement parce que j'ai grandi avec elle aussi et je sais à quel point elle pense à son magasin matin, midi et soir. Mais en fait, quand on éteint la lumière de sa boutique, on peut aller se coucher à peu près sereinement. Alors qu'à la ferme, quand on éteint la lumière, il y a encore des vaches qui marchent, qui boivent, qui mangent, qui accèdent à l'extérieur où ils peuvent sortir, où elles peuvent aussi mettre bas. Et en fait, le vivant s'arrête jamais. Puis il y a des périodes aussi, c'est ça que tu m'as raconté, il y a des périodes de l'année où il y a beaucoup plus de travaux, l'ensilage par exemple à certaines périodes de l'année qui nécessitent de rester plus tard. Tu m'as dit comment tu t'adaptais aussi par rapport à ces charges de travail qui évoluent, par rapport aux salariés justement, donc, qui ont une vie extérieure. Comment ça se passe ? Moi en fait ce que je combats souvent avec mes collègues agriculteurs et agricultrices, c'est qu'en fait on peut pas forcer les salariés à penser comme nous. Quand je dis justement, moi le lendemain matin quand j'ai été faire un vélage la veille au soir ou qu'on a fini tard ou que j'ai eu une panne sur un tracteur ou que j'ai voulu finir quelque chose, enfin quoi que ce soit, moi le lendemain matin quand mon salarié il arrive à 7h, je lui dis pas ah bah tiens t'es heureux toi, moi hier soir je suis rentrée à 23h à la maison, enfin ça c'est tellement facile de tomber dans ce travers là, ça a aucun intérêt et pourtant il y en a plein qui sont comme ça, mais ça a aucun intérêt, enfin il est salarié, il ne doit, enfin toi tu es chef d'entreprise, c'est complètement différent. Deux statuts différents et puis une relation moins affective aussi peut-être. Ouais c'est ça, faut aussi après chacun est comme créer la relation qu'il veut. Moi j'aime bien mettre un petit peu de distance dans le sens où on est sur notre lieu de travail et puis moi j'expose pas ma vie privée en fait à la ferme, je parle pas forcément de mon organisation de vie de maman, de qu'est-ce que je vais faire avec les enfants ce week-end, tout ça, qu'est-ce que je fais ce soir, enfin moi ça reste si on en parle mais c'est pas quelque chose parce qu'en retour j'ai pas forcément envie de tout savoir de mon salarié, bien sûr, où il a son jardin secret et puis voilà c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup pendant les périodes un petit peu chaude quoi et plus prenante, et bien en fait on fait attention aussi que les horaires c'est les horaires quoi. Alors c'est facile de tomber à travers parce qu'on est dans le vivant, on a beau dire il faut aussi rentrer quand je parle justement de ce fonctionnement qu'on a changé entre associés et salariés. Moi ce qui a le plus changé je trouve à la ferme, c'est que quand on entame un chantier, on se dit quelle heure il est, parce qu'à quelle heure on va le finir. S'il est 11h45, j'entame pas un chantier qui dure 1 heure. Parce que si mon salarié finit à midi, il lavera ses mains à midi et il retirera ses bottes à midi. Ou à midi moins 5. J'adore cette expression, il lavera ses mains, il retirera. C'est très concret, mais en même temps, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est la grosse part de fidélisation, je trouve. Bien sûr, ça joue une part. Le dernier, il est parti, ça faisait 7 ans qu'il était à la ferme, il le dit très bien. On n'a jamais, ou je touche du bois, mais on n'a jamais tiré sur ses horaires en lui disant, moi je finis 1 heure plus tard, donc tu finiras en même temps que moi. Jamais, moi. Et il y en a que ça gêne, parce qu'il y en a au contraire qui me disent mais non, je veux pas partir, t'as pas fini. Je dis non, tu finis à 18h, tu finis à 18h. Et tu seras content d'arriver chez toi à cette heure-là, tu feras autre chose, et puis demain matin, tu reviendras à 7h, et c'est comme ça. Donc, faut pas se fâcher non plus, mais les horaires, c'est les horaires. Non, mais on sent ta fibre pédagogique, ta fibre communicante. Apolline, est-ce que tu peux donner aux chefs d'entreprise agricole, aux auditeurs de ce podcast, 3 ou 4 conseils clés pour bien soigner sa marque employeur ? Eh bien, moi, il y a plusieurs choses qui me semblent importantes. Tout d'abord, la priorité pour moi, c'est d'avoir quand même un lieu confortable pour recevoir de la main-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire une salle privée à la ferme, en fait, sur le site, où là-dedans, on peut retrouver des toilettes, dans l'idéal une douche, une petite cuisine où pouvoir manger et se poser le midi simplement, un petit casier où mettre ses affaires personnelles quand on arrive et quand on repart de sa journée de travail. Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est forcément les horaires de travail qui sont plutôt confortables chez nous, étant donné qu'on part du principe que on fait tout d'une tournée en fait dans la journée, on n'a pas forcément de pause café, etc. Mais par contre, on finit de bonne heure, quoi. Donc c'est assez intense, mais on a des horaires quand même très comprimés, donc ça c'est très attractif. Il y a aussi une dimension où la responsabilité des salariés à la ferme sur les décisions, ils sont rentrés dans les choix et les grands investissements de la ferme parce que en fait ils participent à la rentabilité de celle-ci, bien entendu. Bien sûr que oui, c'est nous qui prenons la décision finale, etc. Mais en tout cas, elle est travaillée et réfléchie tous ensemble. Et puis
Eh ben, c'est déjà très bien, parce que si je résume, confort matériel pendant les pauses, la communication, les horaires à respecter, et puis responsabiliser les salariés. C'est ça l'entreprise libérée aussi, l'entreprise altruiste. Un grand merci d'être venu le partager, cet état d'esprit, à Pauline Martel, donc éleveuse lait bio en Bretagne, d'être venu le partager pour nous lors de ce podcast. C'est vraiment généreux de ta part. Eh bien, après la voix de l'agricultrice en l'occurrence, Apolline Martel, qui est venue nous parler lors de ce podcast Transmission positive de toutes ces problématiques et de ces enjeux de communication, de marque employeur, qui nous est venue de Bretagne, eh bien, nous avons le plaisir d'entendre cette fois-ci la voix de l'expert, le grand plaisir d'accueillir dans ce studio Isaac Getz. Isaac, vous êtes auteur, conférencier, conseiller de dirigeant, professeur à l'ESCP Business School. Vous êtes, Isaac, un expert reconnu internationalement sur toutes les thématiques de l'engagement des collaborateurs. Ça tombe bien, c'est le sujet de ce podcast. Sur la transformation aussi organisationnelle, l'innovation en entreprise, la transmission des organisations, pile poil aussi, ce qui concerne de plus en plus le secteur agricole. On va le voir ensemble. Vous avez théorisé et popularisé le concept de l'entreprise libérée. C'est toute une philosophie du management qui place la liberté, la responsabilité, la confiance. On en a parlé avec Apolline, la confiance accordée aux collaborateurs, aux salariés, aux stagiaires, eh bien, au cœur de la performance et du bien-être au travail. C'est un critère très très important aussi pour garder et engager ses collaborateurs. Vous avez, Isaac, aussi théorisé le concept de l'entreprise altruiste ou Caring Company. Alors, il y a un ouvrage qui est déjà paru en 2019 sur ce sujet, l'entreprise altruiste, que vous avez coécrit avec Laurent Marbacher. Et puis, actualité, le 19 novembre, votre nouveau livre de Caring Company va sortir. Aussi avec Laurent. Bien sûr, toujours coécrit avec Laurent Marbacher, vous avez raison de le préciser. Et en plus, tous les deux, vous avez été présélectionnés pour le prix Thinkers 50. Donc, félicitations, parce qu'apparemment, vos observations, vos analyses, eh bien, sont dans l'air du temps. Et d'ailleurs, il y a des exemples d'entreprises agricoles ou agroalimentaires dans vos ouvrages sur toutes ces transformations en œuvre et qui finalement sont macroéconomiques, mais vont concerner aussi de près les ressources humaines et les salariés, ceux qui arrivent aussi, qui débarquent dans ce secteur, qui veulent y travailler et y rester. Donc vraiment, Isaac, un grand merci. On a envie de balayer avec vous ces trois volets, ces volets qui nous tiennent à cœur dans ce podcast, qui est tout d'abord l'accueil des collaborateurs. On a envie de vous poser la question sur... Voilà, allons-y, on va relier les deux. Comment on peut mettre en place les principes de l'entreprise libérée pour attirer et fidéliser ces jeunes générations qui arrivent dans l'entreprise agricole aujourd'hui? Alors, on m'a présenté effectivement de manière très exhaustive. Merci Marie-Laure. Quand on me demande de me présenter moi-même, je dis que je suis spécialiste de travail des enfants. D'accord. Et beaucoup de personnes réagissent comme vous, parce qu'en principe, le travail des enfants est interdit. Oui. Mais l'infantilisation des adultes ne l'est pas. Et elle se propage, j'ai l'impression. C'est ce qu'on fait à peu près depuis 2 siècles. D'accord. Et on continue. Mm-hmm. Et je peux donner beaucoup d'exemples de comment on infantilise les adultes. Mais un exemple assez classique, c'est que quand il y a un problème et un manager ou un patron fait face à ce problème, et le problème, il ne se déroule pas dans le bureau du patron ou du manager, c'est sur le terrain. Et que le collaborateur est face à ce problème-là, on ne demande pas ce qu'il propose. On ne demande pas ce qu'il pense. On ne demande pas de prendre un peu de temps en disant « j'ai confiance, si vous prenez un peu de temps en équipe, vous allez trouver la solution ». Donc, ils sont infantilisés parce que le mot « infant » en latin, ça veut dire celui qui ne sait pas parler. Oui. Et donc, on les traite comme s'ils ne savent pas parler, réfléchir, penser. Or, ce sont ces gens-là qui passent 8, 9, peut-être dans la culture, 10, 12 heures par jour sur le terrain, et pas les managers. Oui. Alors, peut-être, effectivement, la dame qui a parlé ici, je crois, Apolline, elle passe son temps dans son exploitation, mais si vous avez 300 personnes ou 200 personnes, vous n'êtes pas sur le terrain.
Et donc, quand vous dites comment on peut engager les salariés, comment on le fait, ça c'est un vocable, si vous voulez, plutôt du théorie du managérial. Ouais, Concrètement, c'est comment faire que le salarié se lève le matin et qu'il a envie d'y aller. La motivation, oui. Oui, c'est aussi un vocable managérial. comment il a envie d'y aller. D'accord. Tout comment simplement on lui donne le matin. Envie d'y aller, de se lever tôt le matin. Et donc par plaisir quelque part, hein, et pas par l'obligation, parce qu'il faut bien travailler, il faut bien gagner sa vie. C'est très 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 différent. Et deux, une fois sur place, comment faire pour qu'il ait envie de donner le meilleur de lui-même, et pas comme la langue française très très riche de différentes expressions, pas donner son minimum syndical, ou regarder la pointeuse, ou regarder quand est-ce qu'elle la pose, quand est-ce que sont des RTT, quand est-ce que sont les week-ends, etc. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas ça, absolument il le faut. Alors Isaac, permettez-moi de revenir à l'agriculture. On dit que c'est un métier passion. Est-ce que c'est un cas à part, l'agriculture? On parle des salariés. Oui, on parle des salariés sur l'exploitation agricole. C'est très différent d'entendre Apolline, qui a une exploitation de son père, etc. Elle est passionnée, etc. Oui. Mais la problématique, c'est, vous m'avez posé cette question, comment attirer des salariés? Oui. Donc, ce n'est pas leur entreprise. Oui. Et alors, dans ce cas, il n'y a pas vraiment pour moi une différence. D'ailleurs, la concurrence est rude dans une région rurale. S'il y a une usine qui va s'ouvrir, ou l'Interpro qui va s'ouvrir, etc., est-ce que je vais travailler les heures, parce qu'il y en a, imagine, des clichés, les heures on ne compte pas, etc., etc. Il y a peut-être salle, peut-être bruit, il va savoir quoi. L'élevage aussi qui est très exigeant. C'est peut-être pénible aussi physiquement, etc. Ou je vais quelque part, il y a manutention, mais on va me donner des moyens, des outils, et puis voilà, donc je vais travailler, je vais avoir mes horaires de 8h30 à 17h. Donc, pour moi, la problématique, elle est très, très semblable. D'ailleurs, il y a aujourd'hui pas mal quand même d'industrialisation, d'après ce que je comprends, dans le monde agricole. Donc, pour moi, l'histoire de la passion, il est à double tranchant. D'accord. Et j'ai peur, alors je ne suis pas encore un expert, qu'on peut tirer un peu trop, comme dans les ONG, j'ai étudié les ONG, sur la passion et de ne pas s'occuper des conditions dans lesquelles le collaborateur... Alors, le mot qu'on fait bien-être, c'est aussi dans le langage, un peu jargon. Je n'aime pas trop. D'accord. Mais on peut dire bien vivre. Certains peuvent dire prendre du plaisir, certains vont dire jusqu'à être heureux au travail. Parce que je vous entends, j'ai l'impression une affaire de langage et de mots pour bien accueillir ses collaborateurs. Alors encore plus dans le monde agricole, on a bien compris, le côté métier-passion, ça peut être un piège. C'est d'ailleurs dans la filière équine ce qui se passe bien souvent aussi, des gens qui ne comptent pas leurs heures au nom de la passion. Pour revenir à l'agriculture, on dit d'ailleurs souvent que les agriculteurs sont un peu taiseux, c'est pas des grands communicants, parce qu'il est aussi affaire de communication, mais de communication au sens noble. Alors je veux reprendre à Marie-Laure et contredire, vous permettez. Alors allez-y, mais on est là pour ça, pour discuter. Et je vais aller sans... directement, c'est pas une question de mots. D'accord. C'est pas une question de communication. Alors, c'est une question de quoi, Isaac? Des actes. Très bien. Et le plus on parle, et plus les salariés sont méfiants. D'accord. Il faut pas en parler, il faut faire. Il faut agir. Et bien agir. On peut dire, il faut faire. D'accord. Et donc, en Bretagne, par exemple, Apolline vient, on parle, il y a des faiseux, il y a des taiseux. Des disous, pardon, et faiseux. Des disous et des faiseux. Voilà, les diseux. Et on dit qu'ils sont des disous et des faiseux. Donc il faut faire, il ne faut pas parler. Il y a aussi une phrase comme ça, dire fait rire et faire fait taire. Si vous faites confiance à des gens, il ne faut pas dire je vous fais confiance. Il faut montrer. Comment vous montrez ça? Par exemple, si un collaborateur vient vous voir et dit « Monsieur, chef, je ne sais pas, patron, on a ça comme problème. » Comment vous le montrez? Très simple. Vous dites « Écoutez, moi je sais bien moins que vous comment régler ces choses-là. » D'accord. J'ai fait un acte de recrutement parce que je vous considère compétent. Maintenant, mon job, c'est de vous faire confiance et vous donner les moyens de mettre en place des solutions que vous allez trouver. Je m'en vais.
Et on laisse en responsabilité. Absolument, on responsabilise des gens. Et la prochaine fois, ils ne vont pas venir vous chercher parce qu'ils vont savoir c'est que vous allez faire exactement la même chose. L'acte que vous allez prendre, c'est... Alors certains vont dire, il se défile. Ce n'est pas sa responsabilité. Ben non, ce n'est pas sa responsabilité, je suis désolé. Ce n'est pas la responsabilité du dirigeant, du patron d'une exploitation, de dire comment faire le travail des personnes qu'ils ont employées. C'est pas ça, il organise. Très intéressant ce que vous me dites, parce qu'on est au cœur du management. Je peux vous donner encore une métaphore qui a parlé beaucoup à Breton, parce que partout en France d'ailleurs, peut-être en Alsace aussi et ailleurs, de football. Est-ce qu'un joueur qui joue sur le terrain, chaque fois qu'on a un ballon, il se tourne vers le chef et dit « Chef, je fais quoi ?» Je dribble, je tire, je passe. Il fait ça? Non, il ne fait pas ça. Ah ben non. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que, un, on les a recrutés sur certaines compétences. Deux, ils font de l'entraînement. Le job de joueur, c'est s'entraîner. J'ai entendu parler là-bas qu'ils n'ont pas le temps de formation. On entend ça dans beaucoup d'entreprises. Oui. Le job du professionnel, c'est s'entraîner. Et on joue comme on s'entraîne. Donc, une fois que vous avez fait les entraînements en tant que coach, on appelle ça aujourd'hui manager de l'équipe, vous faites confiance à des gens. Ils vont faire des erreurs, certainement. Mais vous faites confiance, vous ne demandez pas à des gens, chef, maintenant, il faut faire on a, je sais pas, un tir à exécuter, ils vont dire, on va faire une réunion entre le chef des défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants, on va vous dire lundi comment il faut jouer. Non, ça ne marche pas comme ça. Il saura déployer l'intelligence A ou l'intelligence B, selon En réalité, il se tait. Un bon coach, il peut créer, mais on ne l'entend pas beaucoup. Mais normalement, il se tait. Il est assis, comme ça, comme Ferguson, de Man United, des gens qui ont mon âge, ils le savent. Il n'est même pas sur le banc, il est sur les gradins. Mais alors, Isaac, est-ce qu'on fait confiance à cette nouvelle génération, la Gen Z? Est-ce qu'on lui laisse aussi cette marge de manœuvre? On parle souvent de... Oui. Alors, c'est un besoin humain. De donc, quoi? Un universel. Besoin humain? Oui, de quoi? Confiance. La confiance, oui. Si vous me dites que Génération Z sont des êtres humains très particuliers ou différents, mais je ne veux pas le croire, les études sont faites à partir de l'âge très très jeune, en réalité 2-3 ans. Les écoles Montessori, par exemple, l'ont prouvé, qu'on peut faire confiance à des enfants de très très tôt. Et puis, si on a des salariés à partir de l'âge de 18 ans ou je ne sais pas, 16 ans, ils ont une façon qu'ils demandent qui est différente, peut-être, comment on leur fait confiance, mais le besoin psychologique de la confiance, il est universel. Universel, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. Mais est-ce qu'on peut quand même repérer certaines spécificités de cette... Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez observé? Si vous voulez, c'est aussi un petit peu quelque part un piège dans lequel on tombe. Vous allez comprendre, il y a beaucoup de langages que je n'aime pas, notamment ressources humaines. Oui. Ah, mais le mot RH, vous ne l'aimez pas. On dit que les agriculteurs font de plus en plus de RH. Les êtres humains ne sont pas des ressources. D'accord. Ce sont des êtres humains. Et ils sont très très vite qu'on les traite comme des ressources. Et si l'exploitation agricole traite les salariés, collaborateurs comme des ressources, ils vont se sentir exploités. Ah, c'est intéressant ce que vous nous dites. C'est pas nouveau ce que je dis, c'est pas le premier à le dire. L'entend, mais des ressources on exploite, comme la terre, les minéraux, finances, etc. Donc les salariés, d'ailleurs, ils sont les dernières dans la ligne, et les premières à trinquer. Quand les choses vont mal, les premières, la variable d'ajustement... Ça, quelle que soit l'entreprise. Absolument, c'est des salariés. C'est les ressources humaines. On dit on va réduire la masse salariale. Un autre mot qui est très populaire. Donc, ce sont des êtres humains. Donc, la question, comment on les traite et pas comment on les manage. D'accord. Et pas comment on les gère. Et on les traite comme on traite les êtres humains dans la vie. C'est-à-dire, on essaie de comprendre quels sont leurs besoins et comment on construit l'environnement de travail cette fois-ci. Parce que ça peut être aussi entre les amis, etc. Mais une entreprise de travail dans lequel ces besoins psychologiques sont satisfaits. Et donc, confiance, c'est un de ces éléments. Très bien, je remercie encore Isaac Getz qui était notre voix de l'expert pour ce podcast Transmission positive, agriculteur, agricultrice en
engager vos collaborateurs. Et donc, nous recevons maintenant pour ce 3e chapitre, ce 3e volet du podcast, eh bien, la voix de la communication en la personne de Hugo Leroc. Hugo, vous êtes directeur conseil au sein de l'agence Gulfstream, une agence de communication qui est basée à Nantes, à Laval, à Paris et depuis septembre, c'est tout nouveau, à Rennes. Bienvenue Hugo pour nous éclairer sur ce volet de la marque employeur, sur l'accueil des collaborateurs, des salariés, des stagiaires. Alors justement, on va revenir ensemble sur la marque employeur. Juste avant, je voulais que vous nous rappeliez pourquoi l'agence Gulfstream a tenu aussi à créer, à proposer ce podcast sur la transmission positive. C'est vrai que Gulfstream, c'est dès ses origines une agence qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des filières agroalimentaires agricoles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Gulfstream veut s'engager auprès de ces filières et plus particulièrement auprès de ces agriculteurs qui sont face à de nombreux défis. Et le premier d'entre eux, c'est celui de la démographie agricole. Et pour accompagner ce défi de la démographie, il était indispensable en fait de porter une forme d'expertise ou de conseil en communication pour accompagner ces entrepreneurs qui sont en recherche de repreneurs aussi. Donc c'est tout l'objet de ce podcast, c'est de porter un point de vue pour les accompagner dans ce défi de la démographie agricole. C'est parfait, un point de vue communicant, un point de vue RH, et c'est aussi l'engagement de Gulfstream en ce sens qui est concrétisé par ce podcast. Donc merci de cette explication et de cette précision, Hugo. Donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet justement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept de marque employeur qui est en train de monter, qui est en train d'arriver aussi dans le monde agricole actuellement, mais qui n'est donc plus réservé aux grands groupes? Oui, tout à fait. C'est une démarche qui est souvent formalisée dans les entreprises qui sont équipées d'un service RH, communication ou marketing. La marque employeur, très clairement, c'est l'image que vous donnez, vous, en tant qu'employeur. Alors bien souvent, elle existe, et encore plus dans le monde agricole, elle existe, mais on n'y pense pas. Tout à fait. On ne matérialise pas, on n'y met pas le nom marque employeur. Ça, c'est un terme que nous, communicants, on a choisi d'apposer. C'est quoi le management? C'est quoi les conditions de travail? Comment est-ce que je vais créer cet équilibre vie pro, vie perso? C'est quoi les perspectives? C'est quoi, in fine, le pacte social que je vais vouloir engager avec le candidat qui va répondre à mon offre? Et puis après, les garanties, on a vu, c'est des labels. Bon, dans la marque employeur, c'est un peu différent. On va regarder la réputation de l'employeur. Et la réputation de l'employeur, c'est ce que peuvent dire vos salariés aujourd'hui de votre entreprise. Dans la première année, disent que le poste ne correspondait pas à ce qu'on leur avait présenté. Dans le monde de l'entreprise en général. Dans le monde de l'entreprise en général. Ce que vous êtes aujourd'hui ne sera pas ce que vous serez demain. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux. Et ce podcast, j'espère en tout cas qu'il va donner des appuis pour que employeurs de TPE, de fermes, vous ayez envie de vous saisir de ces quelques tips, conseils qu'on va vous donner. On a bien compris qu'il fallait bien réussir son intégration des salariés, des collaborateurs, et puis réussir cette transformation, cette transition dont parlait Isaac Getz avec nous. On a eu le témoignage d'Apolline. Mais c'est vrai que dans une petite exploitation agricole ou TPE, on se demande pourquoi aujourd'hui, en 2025, c'est si stratégique, Hugo, cette gestion de la marque employeur. En fait, ce qu'on se dit, c'est que je pense que l'enjeu est encore plus fort que dans un grand groupe à 3 endroits, par rapport à 3 enjeux aussi. Attirer d'abord, on va pas se mentir, le secteur agricole, c'est un secteur qui est en tension parce qu'on a beaucoup d'offres, mais peu de candidats. Donc, il faut savoir attirer. On a une image aussi qui est un peu contrastée du monde agricole. On voit, elle oscille entre les prises de parole médiatiques et puis ce que peuvent montrer aussi certains agriculteurs, comme le fait Apolline, en montrant positivement. Donc, on voit qu'on a une image contrastée. Oui. Soit misérabiliste, soit... voilà. Donc, et pour ça, j'avais un chiffre qui était quand même très intéressant pour dire qu'on doit en fait formaliser une promesse, un parcours collaborateur, parce que 2 chiffres. Le premier, c'est celui des premiers référents. 15% des parents conseilleraient à leur enfant de devenir agriculteur.
C'est une étude EFOP 2024. Donc, c'est peu. Et puis, on a un autre élément aussi qui nous dit 80% estiment que les agriculteurs ne sont pas assez rémunérés. Donc, on a une image du monde agricole qui est à la fois pas forcément réjouissante, contrastée en tout cas, et qu'il est utile en fait de venir gommer ou ajuster pour correspondre, pour être en plus proche d'une certaine réalité, qui est celle qu'exprime Apolline, qui vit aujourd'hui très bien, qui nous parlait tout à l'heure de sa rémunération et de la rémunération de ses collaborateurs. C'est des éléments sur lesquels on doit être le plus vigilant. Donc, une marque employeur, c'est encore plus indispensable dans un secteur dans lequel on est en tension et sur lequel on a une image contrastée. On a envie de savoir justement comment Gulfstream a déjà travaillé avec l'association des laiteries coopératives, l'ALCO, en ce sens, sur ce sujet de l'attractivité, comment vous avez construit avec eux tout un programme pour accompagner celles et ceux qui voudraient s'installer, puisqu'ils sont concernés par le sujet, de façon économique. Exactement. Puis eux, c'est extrêmement clair, puisque l'ALCO, c'est comme vous le disiez, c'est l'association des laiteries coopératives. Oui. C'est aujourd'hui 6 coopératives qui sont réunies plutôt localisées sur le bassin du Charente-Poitou. C'est un peu plus de 2200 exploitations en polyculture, élevage, vaches et chèvres. Et leurs enjeux d'attractivité ou de pérennité, en tout cas de la filière, elle est extrêmement importante et elle est à l'ordre du jour quasiment de tout leur conseil d'administration. Je peux bien le comprendre, oui. Donc, ils ont les mêmes difficultés, en tout cas aujourd'hui, à séduire. Et quand ils nous ont sollicité, leur initiative, elle est assez inédite, puisque souvent, c'était le sujet de la coopérative. Et puis, Laurent Chupin, son directeur, et puis ses équipes, ça a été celui de poser une réflexion sur comment est-ce que je peux atteindre mon objectif de renouvellement des générations. J'ai un agriculteur sur 2 qui va partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Comment est-ce que je fais ? D'accord. Donc la position qu'on a tenue, ça a été, et si cette jeune recrue, et si votre collaborateur devenait votre futur repreneur ? Et pour ça, en fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il faut l'attirer, il faut le fidéliser, et puis il faut le faire progresser pour qu'il puisse, en tout cas, s'instruire, d'une part, et d'autre part, je dirais aussi, trouver le goût à l'entrepreneuriat. Et ça se découvre pas sous un caillou. Ça se cultive. Ça se cultive, exactement. Donc, nous a semblé en fait qu'il fallait dépasser l'acte de communication. C'est pour ça que je vous disais que la marque employeur, c'est pas juste du cosmétique, c'est pas juste un coup de polish ou un coup de bleu ou un coup de vert. Avec eux, on a initié un nouveau pacte social. Et ce qui était intéressant, c'était de le faire avec eux. C'est pas l'agence qui est arrivée et qui a dit il faut faire ci, il faut faire ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus... ça va être mieux. Non, on a construit les choses ensemble avec l'objectif de formaliser des pratiques. D'accord. Tout à l'heure, Isaac nous disait qu'il n'est pas forcément adepte des process et des processus, mais il faut poser un cadre. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire avec... Une méthodologie. Une méthodologie, une approche qui leur donne en tout cas un guide, une trajectoire. Parce que entre 2200 exploitations, on imagine bien que les pratiques sont extrêmement hétérogènes. Oui, bien sûr, chaque cas est particulier. Exactement. Puis chacun vit le management, chacun vit l'organisation de son exploitation à sa façon. Donc il ne s'agit pas de faire d'ingérence, mais plutôt en fait de poser une trajectoire qui donne des billes, des conseils pour bien accueillir un collaborateur. Un stagiaire, un collaborateur, son premier jour. On a aussi essayé d'imaginer avec eux des parcours professionnels. C'est-à-dire quand on disait si on veut que demain mon collaborateur il devienne mon futur repreneur, il faut l'amener en tout cas à toucher ce sujet de près. D'accord. On sait que les entreprises agricoles, quelles qu'elles soient, et toutes les entreprises, et peut-être encore plus le secteur agricole, les entreprises se transforment. Elles ont des enjeux sur lesquels elles doivent réagir. Et à cet endroit, il est utile que chef d'exploitation ne se saisisse pas de la question de tous ces enjeux. Transformer... Il ne pourrait pas, je pense. Exactement. Mais sur ces sujets-là, en fait, il est utile, nous, dans le parcours professionnel, de faire monter en compétence aussi les collaborateurs pour qu'ils se saisissent de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc, c'est des associés sur ces parcours de formation pour qu'ils puissent aller découvrir comment est-ce qu'on rend mon exploitation plus vertueuse, comment est-ce que je vais pouvoir récupérer de l'énergie peut-être avec le toit de ma stabulation. Bref, c'est ces sujets-là pour lesquels le collaborateur peut être aussi impliqué
C'est de la formation. C'est de la formation, exactement, parce qu'il y a des chiffres comme ça qui sont assez parlants. On sait que quand un collaborateur il est accompagné, formé, il trouve beaucoup plus d'intérêt et d'engagement. Donc, qui dit engagement, dit fidélité. Et qui dit fidélité, plus de facilité à transmettre l'exploitation. Donc ça, c'était premier, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'abord formaliser en fait les pratiques d'accueil et d'intégration, formaliser en fait des étapes clés qui vont emmener le collaborateur qui est intéressé, qui a envie en tout cas de rentrer dans cette ambition, d'avoir accès à de la formation. Et puis le troisième point qu'on a fait ensemble avec eux, ça a été ça c'est vraiment très inédit, puisque pour le coup 2200 exploitations, c'est de développer une offre de CE. Un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver dans des grands groupes industriels ou tertiaires. C'est de donner à tous les salariés accès à des avantages, des réductions pour pouvoir partir en vacances. Excellent. Parce que pour eux, c'est aussi un élément qui est extrêmement important, l'équilibre vie pro, vie perso. Oui. Et donc, pour donner, en tout cas, à voir que la vie personnelle était aussi un des sujets structurants de leur marque employeur, ils ont décidé, en fait, de faire ce saut et d'aller vers un CE qui offrirait les mêmes garanties. Vous avez envie de partir. Exactement. Non, mais c'est très symbolique. Hein. C'est symbolique et en même temps, c'était un élément qui est aussi à l'image de leur détermination. D'accord. À dire que être agriculteur, ouvrier ou chef d'exploitation, et en fait à la fin on a le même métier que celui et on a les mêmes avantages que mon voisin qui travaille à l'usine ou l'autre qui travaille dans un bureau. C'est vraiment cet impératif d'être vraiment d'être à l'image de ce que peut vivre le voisin ou le copain. Les nouvelles générations sont sensibles à ça, justement. Exactement, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que chercher à attirer, c'est forcément à attirer des jeunes qui peuvent sortir de l'école ou ceux qui pensent à se réorienter. Et pour eux, les séduire, c'est aussi leur donner des garanties sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et ces avantages ont un symbole, comme vous dites, fort de cette garantie à offrir des temps personnels substantiel en tout cas. Merci beaucoup Hugo Leroc, directeur conseil au sein de l'agence Gulfstream sur ce partage d'expérience, parce que c'est des exemples très concrets et on a envie effectivement que ça se diffuse puisque ça semble marcher et que la transformation est en route, est en place, en tout cas sur cette marque employeur aussi. Merci de la définition que vous avez donnée, des exemples. Je pense que on espère que ça va faire école. Et puis je retiens l'idée, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ça serait ça aussi qu'il faudrait. C'est une bonne définition de la marque employeur aussi. Ouais, voilà. Gardons-la pour nos auditeurs, nos chefs d'entreprise agricole. Je remercie très sincèrement, très chaleureusement nos trois invités pour ce premier épisode du podcast Transmission positive. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode intitulé Comment engager mes collaborateurs. On va encore plus développer ces idées avec toujours la même recette. Hugo, nos trois voix. Oui. Vous étiez la voix de la com et on va retrouver la voix de la grille au prochain épisode, la voix de notre expert Isaac Getz, observateur des entreprises, et puis on aura la voix de la com incarnée par quelqu'un de l'agence Gulfstream. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous.